Sébastien, question simple. On a vu cette vidéo, on a vu toutes les initiatives de transformation, de compétitivité. Pour commencer les débats, où en est la France? Où se situons-nous? Bonjour à tous. Ce qui est très important pour questionner la trajectoire agricole et céréalière de la France, c'est de prendre un peu de hauteur à la fois dans l'espace et dans le temps. La première chose, c'est que les réalités qui structurent la dimension stratégique de cette commodité qui s'appelle le blé ne disparaissent pas. Nous ne sommes pas dans un moment de décroissance démographique. Je rappelle que chaque heure sur la planète, il y a 10 000 personnes en plus qui naissent. C'est un effort alimentaire à produire et l'équation démographique aujourd'hui n'est pas en décroissance. Nous aurons même à peu près 5 milliards d'individus qui seront dans les classes moyennes à l'horizon 2030. Nous ne sommes pas dans une planète où, d'un point de vue des facteurs de production naturels, les choses s'améliorent. La rareté de l'eau, la faim de terre à travers le globe s'intensifie et nous savons que demain, pour produire plus, l'essentiel de l'augmentation de la production viendra d'une certaine verticalisation de cette production plutôt que d'une horizontalisation par l'extension de surfaces qui restent limitées ou qui se trouvent dans des territoires peu propices au développement agricole. L'équation climatique se complexifie également. Nous avons des changements qui accélèrent, nous avons des variations intersaisonnières, intermensuelles qui s'amplifient partout sur le globe et la France en fait elle-même l'expérience. Nous avons, au niveau de la demande en blé dans le monde, une croissance. Donc certes, la production bat des records tous les ans, mais j'ai envie de dire fort heureusement parce que la demande, elle continue d'augmenter. Donc il ne faut pas perdre de vue aussi que cette production qui augmente, stratégiquement, c'est une nécessité puisque la demande continue à augmenter. Et je rappelle que la crise alimentaire d'il y a 10 ans s'était inscrite dans un contexte où la production était insuffisante par rapport à la demande qui était en forte croissance. Et puis, nous avons une performance dans le secteur agricole et céréalier dans le monde qui continue à être remarquable, avec des efforts d'améliorer sans cesse l'innovation, les rendements, la qualité des productions. Ce qu'on observe cependant, c'est que peut-être l'intensité de performance et l'investissement en recherche mis par certains pays producteurs est peut-être aujourd'hui un peu différencié, un peu différente, ce qui explique aussi des écarts de compétitivité. Et puis, il y a un dernier point extrêmement important pour expliquer que la question du blé sur la scène internationale ne disparaît pas, c'est que nous ne sommes pas malheureusement dans une phase de pacification du globe. Nous avons un monde qui est entré au XXIe siècle avec encore de la conflictualité, des nouvelles guerres, de nouvelles rivalités qui s'installent et de nouvelles géopolitiques autour des ressources qui se sont intensifiées. Donc, il n'y a pas de réalités structurelles qui conditionnent la production de blé, qui ont véritablement changé par rapport à l'équation vitale et stratégique de cette commodité stratégique. Et ce qui est important, c'est de prendre l'exemple logistique. Très simple. Vous savez que dans le monde, nous avons 8 passages maritimes qui font l'essentiel du commerce agricole et de céréales dans le monde. Ce qui est intéressant de noter, c'est que vous avez 4 passages, le détroit du Bosphore et Dardanelles, le passage du canal de Suez, le détroit de Bab el-Mandab et puis celui de Malacca. Ces 4 passages qui sont situés dans des zones relativement peu stables géopolitiquement, ces 4 passages font la moitié des échanges mondiaux de céréales. Et en volume, dans ces 4 passages maritimes, passe 4 fois plus de quantité de céréales qu'au début du XXIe siècle. Pour le dire autrement, pour la sécurité alimentaire mondiale, pour nourrir les populations, on ne sacrifie jamais aucun risque, on prend des initiatives et malgré des situations difficiles, il faut commercer. Ça veut dire que dans l'équation alimentaire mondiale, la grande leçon que nous apprend la scène internationale en permanence, vive les circuits longs. Sans circuits longs, pas de sécurité alimentaire mondiale et ça vaut beaucoup pour les céréales. Alors, quelle géopolitique du blé observe-t-on justement ? Alors, si on regarde l'aspect géopolitique du blé, comme ces dernières années j'ai cherché à le regarder, il faut regarder à la fois des zones dépendantes, voire hyper dépendantes, et puis des acteurs qui produisent et qui exportent. Il faut être très clair, une partie majeure de l'avenir alimentaire de la planète et de l'équation de sa stabilité globale se passe finalement dans ces territoires au sud de l'Europe. Quand vous prenez l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, du Maroc à l'Iran, en passant par l'Égypte et la Turquie, et que vous ajoutez l'Afrique subsaharienne, ce qui est en rouge ici sur ce graphique,
Vous voyez que nous sommes, d'un point de vue de la croissance de population, sur un rythme extrêmement soutenu. C'est une multiplication par 10 sur un pas de temps d'un siècle, entre 1950 et 2050. Nous aurons à peu près un doublement de la population dans ces régions du monde entre le moment où on se parle et la moitié du XXIe siècle. Ce qui veut dire que cette augmentation de population importante, qui consomme beaucoup de céréales, parce que c'est aussi une affaire socio-culturelle, dans des espaces où l'eau est manquante, où la terre est extrêmement rare, où les changements climatiques sont parmi les plus prononcés du globe, nous avons des besoins d'importation en céréales colossaux. En céréales, toutes céréales confondues, et vous ne prenez ici que l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, c'est 4% de la population mondiale, mais c'est un tiers tous les ans des achats mondiaux de céréales. On vient de passer la barre symbolique des 100 millions de tonnes chaque année que ces pays agrégés achètent sur les marchés internationaux. Et on voit dans la projection un peu des années à venir que ces quantités vont continuer à augmenter. Ils n'ont pas le choix, quand bien même ils vont produire de plus en plus de céréales, parce qu'ils sont aussi dans cet effort national, ils vont devoir aussi intensifier leurs relations commerciales à travers le globe. Ce qui vaut pour les céréales vaut pour le blé. En gros, une céréale sur deux importée par ces pays, on est bien sur une affaire de blé. Et le blé, aujourd'hui, c'est plus de 50 millions de tonnes pour ces pays. Et ce sera ces équations en volume très importantes par an, encore une fois, pour des pays qui ne sont pas aujourd'hui des mastodontes démographiques, quand bien même leur population continue à augmenter. Donc il y a une question, est-ce que l'Europe, qui a cette capacité de produire et d'exporter en céréales, c'est la leçon d'un demi-siècle de construction européenne, est-ce qu'on continue de toiser l'Afrique comme si les défis de ce continent ne nous regardaient pas ou ne nous regardaient plus, avec une question de savoir qu'on serait à l'abri des turbulences potentielles autour des insécurités alimentaires ou climatiques de cet espace, ou est-ce qu'on prend conscience que le scénario actuel est plutôt celui d'une Afrique, d'une grande masse continentale, qui pose un défi majeur à l'Europe pour à la fois contribuer à sa stabilité, contribuer à sa sécurité alimentaire et faire en sorte que cette grande verticale Afrique, Méditerranée, Europe trouve du sens à travers le quotidien des individus. Parce que nous avons de l'autre côté des pays qui ont, à travers des atouts naturels, remis l'accélérateur sur la production agricole et céréalière. La Russie, ça a été évoqué, je ne vais pas m'y attarder, fait un retour. Ce n'est pas nouveau. La Russie a toujours été un grenier historique pour la sécurité alimentaire mondiale et la production et l'exportation de grains. Donc c'est un retour, un reclassement de la Russie et de l'Ukraine, mais les blés de la mer Noire ont toujours été présents sur la scène internationale. La parenthèse soviétique les a chassés pendant 80 ans des marchés. La Russie produit et exporte de plus en plus de blé, c'est vrai. Ce qui est surtout important de constater, c'est qu'elle le fait essentiellement dans cette zone en besoin qu'est l'Afrique du Nord et qu'est le Proche-Orient et de plus en plus la région Afrique subsaharienne. Donc les blés russes sont en train d'arriver dans cette zone et il faut prendre conscience que 2/3 de l'exportation, depuis une décennie, 2/3 de l'exportation de blé russe se dirige vers l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et de plus en plus vers l'Afrique, avec, au-delà des quantités, une capacité à être capable, ces dernières années, de produire des grains de plus haute qualité, ce qui est venu challenger un certain nombre d'opérateurs et de pays producteurs exportateurs sur la planète. Alors on va simplifier 2 secondes cette équation géopolitique mondiale. En géographie, on appelle ça un corème. Je vous invite simplement à suivre ça parce que dans la communication extra-agricole vis-à-vis de décideurs ou de relais d'opinion, c'est important de simplifier parfois des choses extrêmement complexes. Donc pardonnez-moi d'être extrêmement schématique dans ce que je vais vous dire à l'instant. Qu'est-ce qui se passe sur la planète blé ? Vous avez 3 grandes zones d'importation. J'ai parlé du cœur qui est l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il faut bien sûr évoquer l'Asie qui achète beaucoup de blé. Il n'y a pas que la Chine, il y a l'Indonésie qui est aujourd'hui en train d'acheter des volumes importants. Et puis le Brésil, ce grand géant agricole, est un nain en blé. Il ne faut jamais oublier de le souligner. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue des pays producteurs-exportateurs ? Pour faire simple, les Nord-Américains, que ce soit les Canadiens ou les États-Unis, ont en gros une 50aine de pays de destination à l'export. Ils exportent à peu près partout sur la planète. Ils n'ont pas un canal privilégié, surdominant dans leur équation géoéconomique. Quand on prend l'Argentine, qui se réveille aussi ces dernières années pour des raisons politiques et pas juste agronomiques, nous avons une Argentine qui essentiellement exporte son blé dans sa zone régionale sud-américaine et notamment pour le Brésil. Même chose pour l'Australie. Elle est essentiellement polarisée sur les marchés asiatiques. Et quand on prend l'Europe et la France, nous avons plutôt tendance, dans l'exportation de blé
de viser les marchés communautaires, mais de viser les marchés méditerranéens et africains. Ce qui est important de constater, c'est que Russie et Ukraine se sont positionnés aussi sur cet même espace, ce qui fait que nous sommes en concurrence. C'est-à-dire que l'émergence, le retour de la mer Noire est venu bousculer essentiellement la France et l'Europe, d'autant plus que l'Argentine et l'Australie, occasionnellement, viennent aussi, compte tenu de besoins colossaux, sur ce continent africain et autour des besoins des pays arabes. Une vraie question demain, c'est de savoir si, avec les nouvelles routes de la soie que la Chine met en place, la Chine ayant des besoins importants en céréales, les pays asiatiques, je l'ai évoqué, la Russie, l'Ukraine, les origines de cet espace-là n'auraient pas tendance aussi à se réorienter beaucoup vers les marchés asiatiques, ce qui pose un certain nombre de questions par rapport à la trajectoire française. Trajectoire française... Notre place, où est-elle ? La trajectoire française, là aussi, de manière très schématique, nous avons une relation céréalière avec le Maghreb qui est absolument déterminante. C'est une relation intime et j'aime à rappeler que la relation céréalière entre la France et le Maghreb est la meilleure des relations politiques, économiques et culturelles et même francophoniques, si on peut utiliser ce terme, qui existent aujourd'hui dans le paysage de la relation entre ces deux espaces. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? La France, depuis le début du siècle, a produit 660 millions de tonnes de blé. Ça, c'est la performance que vous, agriculteurs, producteurs de blé, avez réalisée depuis le début de ce siècle. Nous avons 15% de votre récolte qui a atterri dans l'assiette d'un consommateur maghrébin. Ça, c'est la réalité d'une interdépendance. Ces pays ont besoin de l'origine française. C'est une réalité sur les 20 dernières années. Tout comme la France a besoin de cette clientèle aujourd'hui par rapport à son équation céréalière. La seule Algérie achète plus chaque année que la meunerie française. La seule Algérie, depuis le début du siècle, a acheté 50 millions de tonnes de blé français. Donc, on va être provocateur un instant, cette région du monde, c'est le circuit court céréalier de la France à l'échelle du globe. Nous sommes jamais à plus de 2000 km entre les zones de production de blé et ces pays importateurs très nets de blé et de céréales, j'en ai parlé. Donc, il y a une chose qu'il faut constater, c'est que nous avons des paysages extrêmement bien entretenus, ça a été évoqué depuis ce matin, et vous savez qu'au printemps dernier, un jeune Français de moins de 40 ans, peu connu du grand public, a fait un tabac à l'international, a fait la fierté de notre pays. Je parle ici de Thomas Pesquet. Thomas Pesquet a posté beaucoup de photos quand il était dans l'espace, et l'une de ses dernières photos, énormément retweetée sur les réseaux sociaux, c'est une photo de champ de Picardie expliquant que le travail des agriculteurs était remarquable et que l'agriculture française donnait de la visibilité à la France vue d'ailleurs, vue de loin, vue de très très loin. Et la question, si on peut se permettre parfois certaines provocations, c'est est-ce que la France doit envoyer un homme dans l'espace tous les 50 ans pour se souvenir que le secteur agricole est important et que le travail des agriculteurs est déterminant. En conclusion, Sébastien. Alors, ça pose évidemment quelques questions et on veut toujours en France aujourd'hui se comparer à la Russie. Comparons-nous un instant à la Russie. Ces deux courbes montrent en rouge la Russie, en bleu la France depuis le début de ce siècle. Moi, j'aime raisonner non pas par campagne, mais par intensité de puissance dans la durée. C'est ça qui compte d'un point de vue stratégique. Qu'est-ce qu'on observe ? C'est que la Russie a produit 945 millions de tonnes de blé. La France a fait 660, je l'ai déjà dit. Ce qui fait que notre pays, tout petit, dont la surface emblavée est 10 fois inférieure à la Russie, fait des performances assez remarquables si on cherche vraiment à se comparer. Ce qui est gênant, c'est que sur les 5 dernières années, l'écart s'est approfondi parce que la Russie a accéléré, a intensifié son effort céréalier. Et d'ailleurs, 40% des 945 millions de tonnes de blé de la Russie se sont réalisés sur les 5 dernières campagnes. Donc ça, c'est une réalité. Sont-ils si forts ? Il y a des bémols, on le sait. C'est un miracle climatique depuis 3-4 ans qui explique aussi la performance russe sur les marchés. Jusqu'à quand ? On sait qu'il y a des limites encore logistiques. On sait aussi qu'il y a dans cette région du monde et avec ce pays une forte instabilité juridique, voire politique. Et on ne connaît pas très bien la trajectoire géostratégique et géopolitique de la Russie dans les années à venir. Nous ne sommes pas dans une démocratie parfaite, en tout cas aussi parfaite qu'on peut la connaître en France. Donc la question, c'est est-ce qu'en France, on est si nul comparativement par rapport à la Russie ? Certes, les coûts de production sont différents, je ne vais pas m'y attarder, mais en termes de puissance, sur 20 ans,
il n'y a pas à rougir non plus par rapport à la Russie. Il y a juste une question à se poser sur l'accélération des uns et éventuellement le ralentissement ou le rétropédalage des autres. Ça pose une question sur ce qui se passe dans le moment très chaud dans lequel nous sommes. Est-ce que l'on pense court terme? Est-ce qu'on pense l'avenir de manière stratégique? Est-ce qu'on pense sur le proximité aux clients qui habitent au coin de la rue uniquement et on se replie sur soi-même, ou on continue à penser les échelles de voisinage sur des pas de temps géopolitiques? En France, qu'est-ce qui se passe? On a lancé les États généraux de l'alimentation, on nous parle beaucoup de la souveraineté de l'Europe, et en termes de politique étrangère, le credo du président de la République, c'est d'insister sur une France capable de mener une action en 3D, diplomatie, développement, défense. EGA, souveraineté de l'Europe, politique étrangère en 3D, automatiquement, normalement, devrait venir la question agricole et la sécurité alimentaire dans cette équation. On est un peu surpris qu'entre un discours très fort sur une France qui a des atouts, d'une France qui construit l'Europe et qui la maintient, et d'une France qui est capable d'avoir une alimentation de très haute qualité, il y ait une absence de regard stratégique sur la performance dans la durée. Et c'est vrai que l'une des questions qui se pose, c'est est-ce qu'on construit le futur de l'agriculture française sur l'émotion des derniers mois, parce que 2016 a été une année particulière, une parenthèse, ou au contraire, on pense l'avenir de ce pays et de son agriculture sur les performances dans la durée pendant un demi-siècle, ce qui n'est pas du tout la même chose d'un point de vue stratégique. Et donc on a des choses très simples à penser, être plus compact, être capable de valoriser la diversité agricole française, être capable de montrer que la durabilité est une direction dans laquelle les agriculteurs se sont toujours engagés ces dernières années, et notamment le secteur céréalier, avec une détermination sur l'Europe. La grande différence avec la Russie aujourd'hui, si on veut toujours se comparer, c'est qu'on a le même pouvoir. On a des bonnes terres, on a un climat, on a de l'eau, par rapport à l'échelle du monde ça compte, et on a au niveau céréalier à peu près des performances qui sont aujourd'hui contrastées parce que le vouloir s'est transformé. Est-ce qu'on veut encore en France aujourd'hui avoir une politique agricole forte, stratégique, de long terme, d'influence et de solidarité dans le monde? Parce que si vous ne combinez pas pouvoir et vouloir, vous n'avez pas de cap stratégique qui tienne la route. Ça veut dire que la diplomatie céréalière, du local à l'international, elle peut s'exprimer à condition qu'on regarde avec beaucoup de pragmatisme les choses. Un soldat français, quand il agit sur la planète, il ne va pas agiter la conflictualité, il ne va pas suramplifier les tensions, il cherche à faire baisser les températures, il cherche à réduire les risques. Le producteur agricole en France, le producteur de blé en France, il fait la même action, il contribue à la stabilité de la planète, il contribue à rendre un peu meilleur ce monde qui reste extrêmement incertain, extrêmement complexe. Donc le producteur de blé en France, c'est un contributeur net à la paix dans le monde, à la paix de nos estomacs au quotidien et à la paix de nos sociétés en général. Ça veut dire qu'au-delà de la sécurité humaine, il y a un vrai message autour de la PAC. La PAC, au départ, elle avait une mission géopolitique qui était de faire l'Europe, et c'est le monde agricole qui a construit l'Europe, et la politique agricole commune a toujours été une politique alimentaire commune et une politique européenne commune. Et c'est parce qu'il y avait une vision géopolitique qu'on avait une forte mobilisation autour de la PAC, et qu'aujourd'hui il y a une question, c'est est-ce que la PAC reste le moteur de l'Europe, le seul ciment encore qui fait sens dans le quotidien des gens, et est-ce qu'on pense éventuellement à une PAC qui reprendrait un peu de souffle géopolitique compte tenu des équations méditerranéennes et africaines? Je vous remercie. Merci Sébastien, merci pour toutes ces infos.